Démarrée depuis le 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27 suit son cours. Les discours sont chers. Plus que jamais, les discussions se mêlent. Il faut agir pour sauver la planète. Nous devons aller au bout Tout de la semble désormais financière. tourner autour de la On est à solidarité 82 internationale contre les milliards changements climatiques. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les Mais derniers d'abord, pays riches qui les n'ont pas pays pris riches leurs doivent engagements. respecter Mais leur surtout, engagement, on doit débourser réitéré dans beaucoup l'accord de plus vite Paris pour sur le trouver des climat, mécanismes qui soient qui consiste à mobiliser 100 milliards de dollars chaque année pour l'action climatique dans les pays en développement. Arrive vers le Grand Sud. En quoi consiste ce financement? Nous avons posé la question à un expert climat, Maoussé Routonji, actuellement à Sharm el-Sheikh pour la COP27. Lorsque les pays sont victimes des changements climatiques ou sont impactés par les effets pervers des changements climatiques, ils ont besoin de ressources pour s'adapter. Adapter leur agriculture, adapter leurs infrastructures, adapter quelquefois leur politique de gestion. Quand on parle de l'atténuation, on a besoin de financement pour pouvoir adapter les politiques économiques, les stratégies de développement sobres en cadre, notamment sur les questions énergétiques. Investir dans un secteur de production de l'énergie en réduisant, voire en allant vers zéro énergie à base de fossiles. Ou tout au moins, de mettre en place le mix énergétique qui permettra donc au pays de réduire énormément la pression sur les ressources fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, afin de leur permettre, bien entendu, d'aller vers de l'atténuation ou ce que nous appelons en anglais de la mitigation. Sur le transfert de technologie, il faut financer l'accès à un certain nombre de pays pauvres aux technologies sobres en carbone, c'est-à-dire les technologies vertueuses, respectueuses de l'environnement. Et ces technologies ont des brevets détenus, encore une fois, par un certain nombre de pays qui sont en même temps encore des pays pollueurs. Vous avez un certain nombre de pays qui ont les ressources, c'est en même temps les mêmes pays qui apportent l'aide publique au développement, à savoir l'Union européenne et ses différents démembrements, les États-Unis essentiellement et un certain nombre de grandes puissances économiques à travers le monde. La majorité de ces pays se sont développés dans le temps en polluant et en ayant ce que nous appelons une dette climatique historique, c'est-à-dire ayant pollué au moment de la révolution industrielle de 1919 et jusqu'à nos jours, il est important que le cash flow dégagé par leurs économies puisse financer l'adaptation et tout le reste au niveau des pays africains. Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent respecter leur engagement. Maintenant, la réalité auquel font face ces différents pays développés, lorsqu'ils prenaient ces engagements en 2015 à Paris, ce que beaucoup de ces pays ne savaient pas, c'est qu'eux-mêmes allaient être frappés, mais frappés durement par les effets pervers des changements climatiques. Quand vous prenez un pays comme la France, qui depuis 2015 a connu presque une dizaine de catastrophes en termes d'inondations, en termes de canicules, en termes de froid intense, le coût qu'ils doivent utiliser au niveau national pour faire face à ces effets pervers entache malheureusement leur engagement au niveau international. C'est la même chose pour les États-Unis, c'est la même chose pour l'Allemagne. Maintenant, ces pays développés ont quand même des bons élèves. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Norvège et dans une certaine mesure, le Canada. Mais surtout, c'est l'Allemagne qui est l'un des pays les meilleurs dans le respect de leurs engagements. Mais on est encore loin du compte de ces 100 milliards de dollars. Leur préoccupation, c'est d'abord pour le bien-être de leurs citoyens. Le président Biden n'a pas été élu pour que, après 4 ans, il dise « j'ai donné 100 milliards de dollars au pays en développement pour s'adapter. » Non, les gens veulent savoir comment il mobilise des ressources, comment il redresse son économie et son inflation galopante pour pouvoir
régler les problèmes de cyclones, etc., qu'il a dans son pays. C'est ça la réalité. Mais on ne peut pas, ou ils ne peuvent pas s'occuper de façon, ils ne peuvent pas s'enfermer dans un certain nombrilisme chez eux sans regarder le dommage que l'industrialisation de leur pays dans le temps a causé aux autres pays de la planète. Donc nous leur disons, OK, oui, soyez focus sur vos réalités endogènes, mais il n'est pas interdit, et c'est même un devoir, de tourner leur regard pour le financement lié aux questions de la planète, respecter leurs engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la COP 25 à Paris, dans l'engagement qu'ils ont pris de réviser leurs contributions déterminées au niveau des pays. Un pays qui pollue, un pays qui continue d'évoluer avec l'énergie nucléaire, un pays qui continue son industrialisation avec l'émission de gaz à effet de serre, nous sommes tous impactés. C'est la raison pour laquelle nous tenons à appeler les dirigeants du monde d'abord, mais les dirigeants de nos pays du Sud, eux-mêmes aussi, à s'impliquer et à se prendre au sérieux dans ces différentes négociations. Sinon, à partir de 2030, le ressenti, chers amis, le ressenti de l'augmentation de la température serait de près de 3 à 4 degrés. Non, les scientifiques aujourd'hui sont clairs. On a une parfaite quantification des émissions. On sait parfaitement quand vous prenez un billet d'avion pour quitter Cotonou pour venir à Sharm el-Sheikh ici, je crois sur le billet d'avion même, c'est mis quel est votre impact carbone par rapport à ce déplacement. Donc, on maîtrise parfaitement quelles sont les émissions du Bénin, parfaitement quelles sont les émissions des pays de l'Union européenne, des États-Unis. Donc ça, c'est des informations qui sont connues. Mais c'est une question de conjoncture, c'est une question de choix politique. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que les gens naviguent à vue. Non, il y a des données scientifiques. Le GIEC, chaque année, fait sortir un rapport, fait des mises à jour. Les chercheurs, même chez nous au Bénin, où on a au moins 2 à 3 experts du GIEC qui contribuent à faire des recherches. Donc, je crois que l'information, elle est là. Mais comment on passe de l'information scientifique à des choix politiques et économiques qui vont avec, c'est là où la société civile, les journalistes, les médias, tout le monde a besoin de s'impliquer, de faire du plaidoyer. Déjà, il y a eu de très belles annonces ici. Alors, comme toujours, on se satisfait de certaines annonces, mais on se satisferait plus des actions. Mais annonce, une structure comme la Banque africaine de développement est prête à débloquer un certain nombre de ressources pour le financement des infrastructures résilientes au climat. Ça, c'est un appel au pied à tous ces pays qui sont victimes d'inondations. Et moi, je voudrais lancer ici un appel aux autorités de l'enseignement secondaire, aux autorités du ministère de la Santé, qui aujourd'hui se décarcassent pour régler les problèmes d'inondation dans le monde. Qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller vers la Banque africaine de développement et de proposer des projets de rénovation de nos écoles pour les adapter à la réalité des inondations. Parce que nous savons que les inondations vont arriver désormais presque chaque année dans certaines des communes. Que les écoles, par exemple, puissent être construites directement sur pilotis. Que les centres de santé puissent être construits directement sur pilotis. Qu'on commence par encourager les gens à s'adapter, à être résilients en construisant eux aussi sur pilotis. Ça, c'est une réflexion qui peut être menée avec les ressources annoncées, par exemple, par la Banque africaine de développement. Vous avez la Norvège, aujourd'hui, et l'Allemagne, qui ont annoncé maintenir leurs objectifs et leur engagement pour le finance, pour renflouer les caisses du fonds d'adaptation. Vous savez que le fonds d'adaptation est là pour financer l'adaptation et menace de disparaître au profit du fonds vert. Donc, je crois que après la première semaine, le plaidoyer d'avoir les pertes et dommages dans les négociations, c'est acquis. Les négociations, ils sont et vont bon train. Et nous pensons que d'ici samedi, dimanche, on aura quelque chose d'acceptable qui va être mis sur la table des ministres. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite pour dire que la majorité des pays africains n'accèdent même pas à 10% des ressources disponibles pour faire face au climat.
J'étais encore hier panéliste sur un événement du Fonds d'adaptation et la ministre norvégienne l'a encore martelé. Qu'en préparant son discours pour cet événement hier, elle a découvert que moins de 10% des ressources disponibles actuellement pour les questions d'adaptation, d'atténuation, etc., sont consommées et notamment orientées vers les communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit renforcer nos capacités pour accéder à ces ressources financières. L'accès à ces ressources est capital, mais en même temps très difficile en termes de nombre de gouvernance, en termes de compétences, en termes de capacité à rédiger même des projets bancables, effectivement, auprès de ces différents guichets. Donc, notre plaidoyer, en tant que JVE, mais en tant que réseau des ONG du Fonds d'adaptation, c'est que nos pays puissent renforcer leurs capacités par des mécanismes de faire, des mécanismes d'aller rechercher les compétences là où elles sont pour pouvoir d'abord mobiliser ces ressources. Que l'argent vienne d'abord sur nos comptes. Et après, maintenant, on va parler de comment on va les gérer. Mais la réalité, elle est très simple. Lorsque cet argent réussit à venir, c'est que déjà les partenaires ont une vision claire de la façon dont ces ressources vont être générées. Nous voulons aller vers quelque chose de plus pragmatique, que nous puissions accéder à ces ressources, que le Fonds national pour l'environnement et le climat, qui fait déjà des efforts pour mobiliser un certain nombre de ressources, que ce type de structure soit diversifié, que les compétences soient renforcées, pour que ces milliards climatiques qui circulent et qu'on nous dit tout le temps que oui, les pays africains, vous avez des problèmes de gouvernance, vous avez ci, vous avez ça, qu'on puisse relever ce gap-là et mobiliser de la ressource. Que les ONG puissent avoir ces ressources quelquefois. L'État peut nous imposer tout ce qu'ils veulent de normes fiduciaires, mais pourvu que ces ressources viennent d'abord et nous allons pouvoir les utiliser pour le bien des communautés.